Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire un update lecture qui va être beaucoup plus rapide que les précédents, puisqu'en juillet et en août j'ai énormément lu et que là septembre ça commence à être très compliqué, non seulement parce que je cours de partout et puis parce que je prépare mes vacances et je sais pas, j'étais moins dans le mood pour lire, j'arrivais moins à lire, j'arrivais moins à me concentrer. Du coup il n'y a que 5 romans pour cette update lecture. Et il n'y a pas que du bon, mais bon, on va commencer tout de suite. Le premier roman que j'ai envie de vous présenter, c'est Grandir un peu de Julien Rampin, publié chez Charleston. C'était un petit roman de moins de 300 pages qui est sorti l'année dernière chez Charleston. Dans cette histoire, on va suivre Jeanne qui répond à une petite annonce un petit peu saugrenue pour devenir l'aide de vie en fait d'une vieille femme Raymonde qui est un peu faux-folle, un peu loufoque quoi. Et en fait elle essaye de fuir tout simplement sa vie qui ne lui plaît plus, où elle est enfermée dans un mariage sans amour, où elle sait pas où elle va et du coup elle décide de tout quitter et se rendre du coup chez cette vieille dame qui a un petit-fils qui habite juste en face, qui est tout le temps chez elle, ils sont très très proches. Et tous les trois ils vont s'apprivoiser, ils vont voilà, se découvrir. C'est un roman tranche de vie, c'est un beau roman et j'ai bien aimé ma lecture. Cependant j'avais lu vraiment des retours plein d'émotions, vraiment très émouvants. Et moi j'ai pas eu ce petit truc. Voilà, j'ai trouvé que c'était un roman sympa, qui avait de l'émotion, que voilà c'était touchant, mais il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué un petit truc pour que vraiment ce roman me prenne au trip en fait. Et voilà, j'ai pas été complètement convaincue, même si je trouve la relation entre Raymond et Lucas vraiment adorable, son petit-fils. Il y a eu des moments plus touchants que d'autres, mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était un bon roman tranche de vie, mais qui me manquait un petit truc. Il me manquait ce truc qui fait que je suis vraiment émue et que je suis happée par la plume. Là, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Voilà, c'était pas mon roman préféré quoi. Dans le même style par exemple j'ai préféré Les Lendemains de Melissa d'Acosta qui m'avait émue aux larmes. Donc voilà, au final c'était une bonne lecture mais pas une excellente lecture. Mais c'est pas grave. Je pense que je tenterai quand même son prochain roman parce que je me dis c'était le premier, là il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps qui a eu d'excellentes critiques. Donc je me dis pourquoi pas quand même tenter son deuxième roman. Et puis on verra parce que ça restait quand même une très bonne lecture mais c'était pas le coup de cœur attendu. Ensuite j'ai lu en lecture commune avec The Book of Melanie sur Instagram Shades of Shadow de Vichois publié chez Lumen. C'est le deuxième tome de la saga Shades of Magic tout simplement. Et pour rappel Shades of Magic c'est un univers où on a 4 mondes qui communiquent par la ville de Londres tout simplement. On a le monde noir qui n'existe plus, qui a été consumé par la magie. On a le monde gris où il n'y a pas de magie, c'est notre monde. On a le monde rouge où la magie est présente et elle est utilisée à bon escient. On a le monde blanc où la magie est utilisée pour faire le mal et pour le meurtre. Et on va suivre Kel qui est un Antari, c'est-à-dire qu'il peut traverser les mondes et il va se rendre dans divers mondes et normalement il y a une règle, c'est qu'on n'a pas le droit d'emmener des objets d'un monde à l'autre, sauf que lui il est un peu rebelle, il a un petit peu envie d'embêter sa famille adoptive qui est la famille royale du monde rouge et il va prendre une pierre en fait d'un autre monde, sauf que Lila qui est Delilah qui est une jeune un petit peu une jeune orpheline en fait du monde gris, elle va lui voler cette pierre et puis elle va la transporter elle de son côté. C'est ça les prémices en fait de l'histoire, sauf que là dans ce tome 2 on retrouve donc Kel et Lila après les événements du tome 1 et Lila va vouloir participer à une espèce d'épreuve en fait, c'est un tournoi voilà, des champions en gros. Et elle risque d'y retrouver des personnes qu'elle connaît. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome encore. Même si je trouve que cette saga souffre quand même de temps en temps de quelques longueurs. J'ai quand même préféré ce tome là au premier. Je crois parce que j'aime beaucoup le format épreuve. C'est un truc qui me plaît beaucoup dans les livres. Mais j'ai été emballée vraiment de A à Z malgré les longueurs sur ce deuxième tome. Et je trouve toujours que Lila est un personnage super intéressant. Elle a pas froid aux yeux, c'est une petite rebelle, mais en même temps elle est pas agaçante en fait. Et c'est tellement rafraîchissant d'avoir des personnages féminins qui se font entendre et qui ont des ambitions. Et en même temps sont pas chiants en fait, sont pas désagréables. Donc c'était vraiment un plaisir de retrouver Lila et Kel. Et cette fin
j'ai trop hâte de lire la fin. Normalement on va finir cette saga en fin d'année et je serais très contente d'avoir pu commencer et terminer la saga dans la même année parce que c'est rare, hein, vous le savez. Mais voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup qui n'a rien à voir avec les autres travaux de Willy Schwab, mais en même temps c'est là où je trouve qu'elle est très intelligente, c'est qu'elle fait des choses complètement différentes. Et clairement c'est pas parce que vous avez aimé par exemple Addie LaRue que vous aimerez Shades of Magic. Mais ça reste une saga que j'aime beaucoup, un petit peu moins qu'Addie LaRue parce que évidemment ça c'est the best. Mais j'ai vraiment bien aimé ce tome et j'ai hâte de connaître la fin de cette histoire. Même si Willy Schwab a annoncé qu'elle ferait je crois un 4e tome. On n'en sait pas trop plus comment ça va s'articuler. Déjà, terminons la trilogie originale. Ensuite, je vais vous parler d'un livre sur lequel je vous ai fait un vlog entier que je vous mets ici, que j'ai lu en un week-end. Il s'agit de Meurtre et Charlotte aux fraises, le 2e tome des enquêtes d'Anna Swanson, publié chez Le Cherche-Midi et écrit par Johan Fluck. Anna Swanson, c'est une saga de Cozy Mystery qui se passe dans le monde de la pâtisserie, puisque Anna est la propriétaire du Cookie Jar où elle réalise de nombreuses gourmandes recettes. Ce qui fait que la particularité de cette saga, c'est qu'il y a énormément de recettes qui sont intégrées à ce livre. Attendez, je vais vous montrer. Par exemple, là vous avez une recette. Et du coup c'est pour ça que je l'ai fait sous format de vlog, parce que j'en profite pour mener l'enquête avec un board et en même temps réaliser une recette. Donc je m'éclate à chaque fois que je fais ça. Je sais que c'est pas forcément mes vidéos les plus vues parce que déjà il faut avoir lu le livre ou alors pas avoir envie de le lire mais quand même être intéressé par la vidéo. Mais je m'éclate tellement à le faire et j'adore tellement pâtisser que en fait mélanger la pâtisserie et la lecture c'est un kiff pour moi. Il faudrait presque que je vous fasse la bande son en chantant sur la vidéo et là on réunit toutes mes passions en fait. Voilà, je porte un serre-tête Disney et une baguette Harry Potter et un sabre laser et c'est bon. Voilà, vous avez une vidéo, vous avez toutes mes passions dedans. Bref, trêve de bavardage. Moi ce que j'aime beaucoup dans les enquêtes d'Anna Swanson, c'est que c'est très téléfilm américain, presque téléfilm de Noël, vous voyez, c'est très coloré, c'est un peu manichéen, voilà, c'est un peu exagéré, mais en même temps c'est tellement réconfortant en fait. C'est tellement réconfortant ce genre de Cozy Mystery où on sait qu'il va y avoir des clichés, où on sait qu'on va être voilà, dans un monde très édulcoré, mais en même temps c'est tellement réconfortant, ça fait tellement du bien de lire ça. Et puis moi Anna, je trouve que c'est une héroïne qui me plaît, voilà, je sais que certains trouvent qu'elle est un peu agaçante dans les prochains tomes. Mais moi je la trouve juste très humaine et un peu maladroite, un peu pipelette et voilà, je l'aime beaucoup, je la trouve ouais, je la trouve terre à terre, c'est quelqu'un auquel on peut très facilement s'identifier en fait. Et puis les recettes sont incroyables. Je dirais pas si j'ai réussi à trouver le meurtrier ou pas, je vous laisse aller voir ma vidéo pour ça, mais en tout cas c'était encore une très bonne lecture. Et puis monsieur ne se plaint pas que je fasse les recettes. Alors j'en fais une à la caméra, mais en fait je les fais toutes après. Hein. Mais je peux pas toutes les faire en 48 heures, donc je choisis l'emblématique qui correspond au titre. Mais on se régale à la maison. Bref, du coup voilà, c'était vraiment un très bon tome et j'ai hâte de lire la suite. Début d'année, je pense que je ferai le prochain vlog par exemple en janvier, je pense. Voilà, pour info. Ensuite, et c'est là où ça fâche un petit peu, j'ai lu en lecture commune aussi Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout. Donc le tome 2 de la saga From Blood and Ash, Le sang et l'incendre. Il est très beau, hein, mais il y a eu grosse déception quant à ce 2e tome. Pour rappel, Le sang et la cendre, c'est une saga qui commence avec Poppy qui est une maiden. Alors je dirais pas les termes en français parce que ça m'agace en plus. Mais en gros c'est une espèce de femme dédiée à la religion. Voilà, c'est une espèce de nonne / élue, enfin voilà, c'est plus vraiment une femme, c'est un objet de culte en fait tout simplement, qui doit être voilée, personne ne doit la voir, personne ne doit la toucher, voilà, et jusqu'à ce qu'elle subisse l'élévation auprès des dieux. Sauf qu'il y a plein de choses qui sont quand même très étranges hein, autour de tout ça. Et elle rencontre en fait
Hawk qui est son garde, et celui-ci va peut-être lui ouvrir à la fois les yeux sur la vraie vie, mais également sur peut-être les manigances politiques et fantastiques qu'il y a dans ce monde, puisque dans ce monde il y a également la menace en fait du Seigneur des Ténèbres, avec des voraces qui sont des espèces de mi-zombies, mi-vampires, qui terrorisent le peuple, le pauvre peuple, je vous dis ça parce que c'est très ironique. Et donc voilà, on est vraiment dans ce côté fantastique, mais dans le premier tome, on connaît pas trop les tenants et les aboutissants, et on est plus sur la libération de Poppy en tant que personnage, en tant que femme, en tant que... voilà. Et sans vous spoiler le tome 1, dans ce tome 2, les cartes sont totalement redistribuées et on se concentre très exclusivement, quasiment, hein, sur la relation entre Poppy et Hawk, qui a un autre nom, hein, mais je vous le dirai pas. Et... comment vous dire, il y a du bon dans ce tome parce que il y a l'aspect mythologique qui est un peu plus creusé, surtout à la fin du roman et au tout début, où on en apprend beaucoup plus sur l'origine de tous les peuples, des monstres, sur les dieux, sur les cultes, sur d'où vient le monde, tout ce qu'on n'avait pas conscience en fait dans le tome 1, et ça c'était vachement bien. Ça clairement c'est le point fort de ce tome 2. Par contre, j'ai trouvé qu'à partir de... allez... tout ici, là, toute cette partie, donc quasiment plus de la moitié du roman, c'est exclusivement des scènes explicites, détaillées, olé olé, et qui pour moi n'avaient pas lieu d'être. Pourquoi pas, pour montrer un rapprochement, mais... quasiment tous les chapitres, j'exagère, franchement je grossis le trait, mais c'est pour vous faire comprendre mon point de vue. J'ai trouvé qu'elles n'avaient pas leur place en fait, que c'était du redondant, que ça n'apportait rien ni à leur relation ni à l'histoire, et qu'elles auraient clairement pu être squeezées. Voilà, il y a plusieurs scènes explicites que pour moi n'avaient pas lieu d'être et auraient pu être supprimées, tout simplement. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas contre les scènes explicites olé olé, mais quand il y en a trop et que ça n'apporte pas grand chose au personnage et au récit, j'ai tendance à être un petit peu poker face devant, à me dire encore. En fait je me suis dit plusieurs fois encore, et ça c'est mauvais signe. Et il y a eu une très longue partie du roman où, parce qu'en fait on lisait 100 pages par jour, et je pense qu'il y a au moins 3 soirs où je lui ai dit écoute, là je m'ennuie, c'est que des scènes, voilà. Et pour moi, l'histoire n'avance pas et je trouve que c'est pas nécessaire. Et c'est ce que je retiens un petit peu de ce tome, c'est qu'il y avait du très bon, mais aussi de l'inutile, beaucoup d'inutile. Et c'est dommage parce que, par contre, la fin qui est revenue vraiment sur les questions de Dieu, de mythologie, d'avancée du récit, de guerre, de trahison, de complot, là je me suis dit ah ouais finalement c'est bien, et j'ai presque, je dirais bien presque oublié cette partie vraiment qui pour moi n'avait pas lieu d'être. Donc je lirai la suite avec plaisir parce que voilà, il y a des questions qui ont été soulevées, on n'a pas de réponse, où j'ai envie de savoir ce qui va se passer parce que la fin m'a redonné l'intérêt dans l'histoire, dans le récit. Mais par contre, voilà, je n'oublie pas qu'il y a eu un très long passage où clairement l'histoire n'avançait pas et c'était juste du fanservice pour moi. Donc voilà, j'ai été un peu déçue par ce tome 2 quand même, il faut le dire. Et enfin, dernier livre dont je vais vous parler, je l'ai terminé juste avant de commencer cette vidéo. Il s'agit de Ton jour viendra de Kimberly McCrae, publié chez Hauteville. Il est sorti il y a pas longtemps, je vous l'avais présenté dans les sorties du mois, et sur Instagram, Hauteville a proposé un petit peu un service presse sauvage en mode ceux qui le veulent, envoyez-moi un MP et puis je vous l'envoie, et j'ai eu la chance de faire partie des élus. Donc j'étais très contente de le recevoir, surtout que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, donc ça faisait partie en fait des sorties que j'attendais en septembre, donc j'étais très contente. Et je n'avais encore jamais lu de thriller Hauteville. J'en ai souvent mis dans mes sorties du mois, mais j'en avais encore jamais lu. Et alors déjà j'aimerais dire un truc, c'est que c'est tellement agréable de lire un livre comme ça. Est-ce que vous voyez à quel point il est... Voilà, il n'y a pas besoin de forcer, la tranche ne s'abîme pas, elle reste tout à fait normale. Et qu'est-ce que c'est agréable en fait, ce genre de format, vraiment.
C'est niveau qualité, j'ai vraiment apprécié. En même temps, ils sont quasiment à 20€. Mais je voulais le souligner que c'est un confort en fait, un vrai confort de lecture. Cette histoire, c'est l'histoire de plusieurs amis qui se retrouvent, à l'endroit c'est mieux, qui se retrouvent dans un petit village perdu, dans un chalet qu'un de leurs amis a acheté. Et ils font croire en fait à un certain personnage qui s'appelle Keith, qui vont faire un entraînement de vie de garçon en fait, puisque Jonathan le propriétaire va se marier, mais en fait c'est surtout pour le convaincre d'aller en cure de désintoxication. Sauf qu'en fait sur place les choses ne se passent pas bien, on se rend compte qu'il y a des secrets qui sont enfouis depuis très longtemps, qu'ils ont des secrets sur des choses qui sont arrivées pendant qu'ils étaient à l'université tous ensemble. Il y a un personnage qui arrive alors qu'il n'était pas censé être là, qui les fait un peu tourner en bourrique, et puis l'inspectrice, elle a aussi un passé où elle se demande ce qui s'est passé pour l'assassinat de sa sœur, et en fait tout va se lier parce que ça se passe dans cette ville là, et on va se rendre compte que tous les personnages ne sont pas fiables en fait, les narrateurs ne sont pas fiables, puisque on a vraiment plein de points de vue différents au niveau des narrateurs, et voilà, c'est des narrateurs non fiables, ils ont tous quelque chose à cacher, et l'histoire ça va être de démêler le faux du vrai. Et alors c'était pas le livre de l'année, hein, c'était pas le thriller de l'année parce que par exemple par rapport à du Jérôme Loubry ça m'a moins fait waouh, mais par contre je pense que c'est peut-être prévisible, mais la plume fait que j'ai dévoré ce livre alors que je galérais ces derniers temps à lire, mais genre vraiment je galérais, et là je l'ai lu en à peine 2 jours et demi alors que j'ai téléchargé Disney Dreamlight. C'est vous dire à quel point je l'ai dévoré, ça se lit tout seul, on a envie de tourner les pages, voilà, on se rend même pas compte du temps qui passe. Et oui, c'est un peu cliché, oui, je pense qu'il y a des ficelles qui sont évidentes, mais je les ai même pas vues parce que juste je me suis laissée emporter en fait par la plume, par le livre, et je me suis vraiment régalée. Comme je vous dis, je galérais vraiment à lire, j'avais vraiment du mal, et je pense que les scènes d'un royaume de chair et de feu y ont été aussi pour quelque chose, avec la fatigue en plus, mais celui-là je l'ai avalé, et franchement c'était trop cool. C'était trop cool d'être happé comme ça dans un roman, de vouloir le lire d'une traite, de pas voir le temps passer, de le lire super vite, mais en même temps de pas louper des éléments. C'est juste que voilà, ça se lit très vite. Et c'était vraiment super sympa. Du coup ça confirme que Hauteville fait peut-être sûrement des romans à suspense qui peuvent me plaire, et je vais continuer à les mettre dans mes sorties du mois parce que du coup j'ai vraiment passé un bon moment, un très bon moment même de lecture avec ce livre. Bien que ce soit pas le livre de l'année, vraiment si vous cherchez un thriller qui vous demande pas trop de réfléchir, qui vous demande juste voilà, de vous poser, de suivre l'intrigue, de tourner les pages une après les autres, je vous le conseille parce que franchement c'était super cool. J'avais également commencé un livre en VO fantastique qui s'appelle The Darkening, je vous l'ai déjà montré, mais je vous en parlerai pas parce que je pense qu'avec la fatigue et tout ce que j'ai à faire en ce moment, je n'ai pas envie ni de lire de la fantasy ni de lire de la VO. Du coup je vais le mettre de côté, je vais l'abandonner parce que je sais pas si c'est un livre que je ne vais pas apprécier parce que je suis pas dans le mood ou parce que juste je l'aime pas. Du coup je vais le reposer, je le reprendrai quand je le sentirai, mais du coup j'ai pas trop envie de vous en parler parce qu'en fait si jamais je le reprends, peut-être que je le reprendrai depuis le début. Donc voilà, sachez-le, voilà, c'est un livre que je mets de côté. Donc début septembre il n'y a eu que 5 livres, ce qui est moins que d'habitude, mais en même temps voilà, c'est pas forcément des petits livres non plus. Et puis voilà, je vais profiter de ma semaine de vacances je pense pour lire plus, parce que là j'aurais vraiment envie de lire alors que là je cours de partout. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces livres qui vous tente dans cette sélection. Et si vous avez envie de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.